Eh ben, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en Suisse, chez vous deux, dans les bureaux de l'Arche, où je rencontre Vincent Arner et Annela Lebic. Et on va parler toujours de ce que j'aborde très souvent, le mindset, la stratégie, mais avec un angle différent, le souffle. Et pendant à peu près 45 minutes, eh bien, on va explorer à travers vos expériences, votre savoir, parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est à travers vos expériences, ressortir des outils pour vous, dirigeants qui nous écoutez, et toute autre personne, bien sûr, parce que ce podcast est pour les dirigeants, mais pas que. Et donc, du coup, eh ben, vous allez vous présenter. On va laisser la parole à Annela. Les femmes d'abord. C'est pareil. Si c'est encore à la mode. Qu'est-ce que tu aimerais comme présentation? En fait, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et c'est quoi ta contribution aujourd'hui pour les gens que tu accompagnes, parce que je sais que tu accompagnes des gens. Et je pense qu'on a des domaines qui se rejoignent sur le mindset, sur la stratégie, la vision. Oui, absolument. Ah, On est dans le thème. voilà, c'est exactement ça. Prendre l'espace. Je te demandais qu'est-ce que tu veux comme présentation, parce que bien sûr, il y aurait une présentation possible un peu linéaire. Tu vois, je viens du monde du marketing et de la communication. Il y a 15 ans, j'ai commencé dans ce domaine-là. Marketing et communication, ça s'est très vite passé par un burn-out. Ok. À l'époque, on parlait pas beaucoup des burn-out et du coup, j'ai pas vraiment compris l'implication. Et tu vois, du coup, on va aller directement au cœur du sujet. On parlait du souffle. Pour moi, le souffle, c'est vraiment le lien, le pont vers le corps. Ok. Tu vois. Et à l'époque, j'ai absolument pas compris le message. Et donc, j'ai continué. Je me suis dit, mais le monde de l'entreprise, c'est pas pour moi. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça va aller mieux. Et donc, j'ai développé avec mon ex-compagnon, on a développé une start-up dans la communication digitale. Et au bout de 2-3 ans, ou peut-être un peu plus, je suis très nulle dans les dates, il y a eu une réflexion. Je commençais à ressentir les mêmes symptômes dans le corps. Épuisement, surchauffe, système nerveux complètement qui commençait à surchauffer de nouveau. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc que j'avais pas compris. Et c'est là que je me suis formée à l'Arche en thérapie, parce que j'ai bien compris qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris. Okay. J'avais pas compris quoi, mais je comprenais quelque chose que j'avais pas compris, et que ce soit en marketing ou en com ou en Sciences Po, quand je me suis formée, c'était super parce que j'ai vraiment découvert le travail du mindset, de la communication, et il me manquait ce lien au corps, et la thérapie m'a vraiment amenée à habiter mon espace dans le corps, et c'est là que ça a ouvert tout le pont. C'est génial ta présentation, parce que c'est réellement tout le travail que moi je fais avec les dirigeants, c'est de les remettre dans leur zone d'excellence et de se réapproprier aussi ce magnifique véhicule qu'on a tous les jours et qu'on fait plein de choses en automatisme et qui du coup à des moments on oublie. Voilà, donc je suis impatient d'explorer. On sent l'énergie. Ça promet. Et toi, Vincent? Alors, merci Julien, déjà, c'est cool de t'avoir là avec nous en Suisse. Pour faire court, moi, j'en suis à ma 4e vie. Donc, première vie, les sciences économiques, parcours classique, grosse entreprise américaine. Pendant quelques années, ça me plaît pas du tout. Du coup, maîtrise en criminologie européenne, spécialisée dans l'intelligence économique et financière, donc tout ce qui est criminalité en col blanc. Ça pendant 8-9 ans. Et puis, je me rends compte que, en fait, ça va pas du tout. Je me dis, c'est pas possible que tous les gens soient mauvais et que tout le monde soit pourri, et je me dis, c'est pas possible quand même. Là, je rencontre les thérapies brèves, l'hypnose, la PNL, je me forme à l'Arche. Je découvre tout un univers qui pacifie, qui commence à pacifier ma relation au monde et puis à l'humain. Et du coup, je commence à faire beaucoup de thérapie en 2014 ici à Genève. Et puis petit à petit,
du thérapeute. J'ai de plus en plus de mandats dans des grosses structures. Je travaille avec le CICR pour m'occuper de la gestion de la pression des négociateurs humanitaires sur la ligne de front. Je travaille et je me forme en psychotraumatologie, soutien aux victimes ici en collaboration avec la police de Genève. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis, je développe ma casquette d'entrepreneur avec l'équipe ici qui grandit, l'école de formation de l'Arche ici en Suisse. Et du coup, j'en suis à ma 4e vie, parce que je suis encore un peu thérapeute. J'accompagne un petit nombre de gens, mais je développe des programmes. Il y a le programme Trust aussi, qui se focalise sur la respiration et le corps, parce que ça, c'est un peu le fil rouge de tout mon parcours. C'est que j'ai commencé les arts martiaux quand j'avais 10 ans. Donc là, ça fait quand même... on rentre dans la 4e décennie quand même de pratique. Et ça... C'est joliment dit. C'est joliment dit. Ça permet aux gens de dire, mais il a quel âge en fait? Et ça a été un peu le fil conducteur de tout ça. Et pour moi, le rapport au corps, ça a été un peu... je sais pas, le garant de ma stabilité psychique, mon véhicule, mon outil de travail, ma maison. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fondamental dans ma vie. Ça reste. Et tout particulièrement ma rencontre avec les arts martiaux russes, il y a 15 ans, qui mettent un emphase particulier au travail du souffle. La systéma, c'est Le ça? systéma, ouais. Mais c'est marrant parce que souvent les gens le disent au féminin, Oui. la systéma. Ce qui, dans l'énergie, est assez juste. très aligné. C'est-à-dire, c'est très féminin. C'est très féminin comme approche. Du coup, je trouve très intéressant. Après, à chacun de trouver son équilibre. Mais je me suis rendu compte dans le travail d'accompagnement que je fais, etc., que énormément de gens sont coupés de ça, coupés du corps, coupés du souffle. Ce qui, moi, au début, m'a vraiment surpris. Et maintenant, je prends plaisir à effectivement construire des outils pour permettre de les rejoindre et d'aider aux gens de se reconnecter à ça, qui me paraît être fondamental, en fait, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Eh ben, en fait, la première question qui me vient, là, parce que j'en ai plein, il y a plein, mais la première, c'est une expérience concrète à donner aux personnes qui nous écoutent. Tiens, faites tous les deux de l'accompagnement. Pouvez nous donner, sans citer le nom des personnes, tout ça en restant très vague, une expérience de transformation à travers le corps. Parce que ce que je me rends compte, moi, quand j'accompagne les dirigeants, c'est qu'il y a une réappropriation de leur corps. Il y a de la somatisation, il y a plein de situations où on partage tous les mêmes outils, l'hypnose, la PNL, la systémie. Donc on sait de quoi nous on parle, mais les gens qui nous écoutent, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui rejettent certaines de leurs croyances, qui les mettent de côté, et donc du coup, à force de les rejeter, bah, ça revient en boomerang dans leur corps. Et j'ai presque des champions du monde de l'apnée. Oui, c'est vrai qu'il y en a plus qu'on pense. Oui, c'est vrai. Si tout le monde allait au championnat du monde, ça serait compliqué, je pense. Et avec des simples questions, comment vous respirez à ce moment-là? Ou tiens, est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche? Moi, j'ai eu la chance de suivre ton programme qui m'a fait un énorme reset et révision de tout ce que je faisais inconsciemment, en fait. Mais s'il y avait une expérience, tiens, si on pouvait suivre pendant cette petite heure, on va échanger, l'histoire de quelqu'un, tous les deux. Il a commencé, comment elle était cette personne quand vous l'avez rencontrée la première? Quel exemple? T'en as un qui... Ouais, ben, je dirais que la plupart c'est pas un exemple spécifique, mais c'est quelque chose qui revient chez la plupart de mes clients et clientes, parce que c'est vrai que c'est souvent... Toi, tu as peut-être une expérience différente, peut-être tu accompagnes plus d'hommes. Alors, la spécificité que j'ai, c'est que j'accompagne plus de 80% de femmes. Ah, ben nous aussi, ok. Bon, je me disais peut-être que toi, mais c'est vrai que... Parce que tu vois, tu parles souvent de dirigeants, et c'est vrai que... dirigeante. Ouais, ok. On a ça en commun, et c'est vrai que les clients qui s'ouvrent à ça sont des accompagnants. Moi, j'aime bien appeler les accompagnants, parce que c'est une partie de cette identité de dirigeant qui est souvent en fait mise
de côté parce que les dirigeants ont des outils plus techniques, tu vois, etc. Et aujourd'hui, on sait, ça commence à changer, surtout depuis la pandémie, on sait qu'il faut gérer bien d'autres choses que en fait, les compétences techniques des collaborateurs. Et une des choses qui me vient quand tu dis comment ils sont à la base avant de travailler sur cet accompagnement, c'est ils sont hors de leur corps, C'est ça. en fait. Ils sont pas du tout connectés. Alors, tu vois, il y a cette relation de oui, je sais quand j'ai des émotions, mais en fait, il y a très peu de liberté émotionnelle et il y a très peu d'expérimentation de l'humain dans le corps quelque part. Et ça, c'est, je dirais, un des premiers qui, à mon avis, est... C'est ça. Voilà. Ils sont dissociés à l'extérieur. Ouais, Ils ont des mots. ouais, Parfois. parfois. MAUX. Ah, voilà. Ils ne donnent pas beaucoup de mots. Ouais. MAUTS. Ouais. Ils comprennent pas trop ce qui se passe et ils sont dans je vais aller plus loin encore. On partage tous les deux une expérience, c'est le burn-out. Moi, j'étais co-gérant d'une grosse PME et je me suis effondré il y a plus de 12 ans où j'étais plus capable de tourner une vis. Je savais plus dans quel sens visser la vis. Voilà. C'était à peu près l'état où j'étais. Ok. Et là, je me suis dit, j'étais tombé dans la PNL depuis un bout de temps. J'ai dit, bon, on a deux solutions. Soit on continue de fuir, mais là, il ne reste plus beaucoup de capacité. Soit c'est moi qui ai foutu ce bazar-là. Comment je fais pour refaire autre chose? Et des fois, j'ai un sentiment d'impuissance dans l'accompagnement. C'est-à-dire que les gens sont pas arrivés encore à l'expérience. Pour eux, il y a l'histoire de mandat, jusqu'où ils vont. Et je partage complètement ton point de vue, c'est ils sont en dehors de leur corps et ils savent plus trop gérer. Et c'est là qu'il y a un truc magique qui peut arriver, c'est qu'on va arrêter de mettre des mots, MAUTS, pour revenir à mettre du souffle. Voilà. Pour réhabiter cet espace. Et tu partages ce point de vue, toi aussi, Vincent, sur le à côté du corps? Oui, clairement, il y aurait tellement à dire, en fait. C'est, en fait, il faut imaginer, on peut imaginer que notre cerveau, pour respecter plus ou moins la tradition évolutionniste de la construction du cerveau, c'est la fameuse théorie du cerveau tripartite. Donc, il y a le cerveau reptilien, qui gère la plupart de nos fonctions élémentaires. Il y a après le cerveau limbique qui gère nos émotions et puis nos relations sociales, hiérarchie de groupe, etc. Et puis il y a le fameux cerveau, le néocortex, les pensées, capacité d'abstraction, de se projeter dans le temps, etc., dans la conscience de soi, etc. Tout ça, qu'on le veuille ou non, est en lien. Et j'aime bien le symboliser par notre petit humain qui pense qu'il décide tout, et en fait assis sur les épaules d'un singe qui lui-même chevauche un énorme lézard. C'est un système pyramidal. Si le système nerveux il est pas stable à la base, il y a rien, le petit humain il va pas pouvoir faire grand-chose. Et quand je vous ai entendu le dire avec un peu de solennité, ils sont pas dans leur corps. En fait, je me suis imaginé que quand on n'est pas dans le corps, il y a un sentiment d'abandon à l'intérieur du corps. Ce qui est extrêmement stressant parce que le lézard, il est content qu'il y ait un petit humain quand même qui gère l'humanité et puis un singe qui gère les relations sociales. Donc en fait, quand il n'y a pas de lien en soi, et ça fait le pont de ce que je travaille avec les humanitaires, c'est qu'on est responsable de plus de 50% du stress. Peu importe le milieu, on peut travailler dans une zone de guerre, on peut travailler dans une grosse multinationale avec des problèmes, on peut être dans un couple toxique. On est responsable de la plupart du stress qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'on ne s'autorise pas à ressentir les choses. On abandonne notre lézard et notre singe. Du coup, c'est très flippant. Et en plus, bon, la manière de le faire, ce serait commencer par la respiration. Et comme tu l'as dit, comme on ne respire pas, et qu'on fait plein d'apnées involontaires tout au long de la journée, enfin la plupart des gens, en fait, c'est extrêmement stressant pour le système nerveux. Dès qu'on s'arrête de respirer à un moment donné, notre singe et notre lézard pensent qu'ils sont en train de mourir, qu'on a coupé l'oxygène dans le corps, et du coup, ça s'affole à l'intérieur. Donc déjà, commencer par se rendre compte que tout au long de la journée, on fait des mini-apnées involontaires, pardon,
et que si on pouvait avoir ne fût-ce qu'une respiration consciente et fluide tout au long de la journée, le niveau de stress et de pression ressenti diminuerait de 30 à 40%, quelque chose de phénoménal. Donc en fait, ce problème de déconnexion du corps, même si ça répond sans doute à des besoins de survie, ou bien j'ai trop mal, je veux pas ressentir, et puis ce que je fais est en désaccord avec mes valeurs, du coup, boum, je fonce, tête baissée, fuite vers l'avant. Il y a sans doute des bonnes raisons à ça. Mais comme en plus je respire pas, en fait, je stresse mon système comme c'est pas possible. Donc en fait, c'est une boucle systémique. Exact. Et c'est un cercle invertueux, quoi. Peu importe comment on l'appelle, mais ouais. Donc, du coup, on a un feedback positif à chaque fois qui amplifie la boucle. Mm. Et en plus, si on y met les contraintes de la journée, Oui. avec les grosses croyances qu'on a, il faut absolument gérer, il faut absolument être un excellent manager, un excellent leader. Pour moi, il y a vraiment 2 étapes. Il y a le manager et puis il y a le leader au-dessus. Quelqu'un qui est capable d'inspirer en transmettant sa vision, en expliquant vers où il va, mais pas en le faisant, mais en démontrant en fait sa posture. Mais en fait, on se rend compte que les personnes qui sont amenées à diriger, qui sont amenées à orienter, elles sont déjà à plus de 50% chargées. Je suis en train de comprendre en fait. Oui. Voilà. Oui. Et tu as donné une clé en fait. C'est de revenir à une respiration consciente. Oui, déjà. Tu peux nous expliquer juste un... Je sais que tu en as au moins 30. Façon... Au moins. Mais déjà, je crois que la première étape, c'est comme dans toute boucle d'apprentissage, c'est d'oser faire aveu de faiblesse, quelque part, et de se rendre compte qu'on ne sait pas. Et déjà, je pense que ce serait un énorme pas, et je suis passé par là il y a une quinzaine d'années, déjà de se rendre compte de tous les moments de la journée pendant lesquels on retient son souffle. L'université d'Harvard, il y a quelques années, ont même labellisé le fait d'être en apnée devant ces email apnéa. C'est un phénomène mesurable qu'ils ont pu mesurer dans les entreprises, que la plupart des gens, quand ils checkent leur boîte mail, ils arrêtent de respirer. Imaginez, le dirigeant, il arrive, 60 emails non lus de grand matin, le lundi à 8h30, il arrête de respirer. Mais c'est pas les emails qui stressent le lézard. Le lézard, il s'en fiche du nombre d'emails. Mais par contre, le fait d'arrêter de respirer, et ça, on pouvait faire le test pour ceux et celles qui nous écoutent, vous interrompez la vidéo, vous arrêtez de respirer, écoutez ce qui se passe dans votre corps. C'est rare les gens qui vont dire, là, d'emblée, j'arrête de respirer, après 1 minute, je me sens zen, je me sens bien. Sans entraînement, c'est rare. En général, la pression monte, on devient tout rouge, les yeux commencent, on n'arrive plus vraiment à penser aussi. Demandez à quelqu'un de faire une tâche simple en apnée, comme je sais pas, essayez de changer les draps de votre lit en apnée. Vous allez voir le stress que ça fait. Vous avez l'oreiller va se trouver emballé de tout le truc. Ça va pas très bien se passer. Et pourtant, c'est ce que les gens font naturellement, parce que c'est un vieux réflexe de survie. J'ai peur, bon, fais pas de bruit, j'arrête de respirer. Et aujourd'hui, on est constamment stimulé par tous ces petits facteurs de stress. Il y a besoin de rewire, de recabler et de recommuniquer avec nos systèmes nerveux. Mais pour ça, ça veut dire ressentir. Et ça, c'est pas évident. Ça fait peur aussi, parce que ça veut dire ressentir les choses, en fait. Paradoxalement, il y a vraiment ce truc OK, pour mieux gérer la pression et le stress, il y a besoin d'oser ressentir les choses. Et c'est vraiment là, en fait, que ça se corse. Oui. Ça devient intéressant, moi, je dirais. Oui, tu vois. c'est là que ça commence. C'est là que ça devient très intéressant, parce que un des axes que moi j'adore dans quelque part dans l'expansion de ce leadership interne, tu vois, de revenir dans son corps, c'est vraiment cette capacité à venir ressentir déjà qu'on n'y est pas. Puis c'est aussi à quel point c'est simple. Et tu vois, ça c'est une vérité qui souvent dérange fortement. C'est à quel point ce travail qu'on fait est extrêmement simple, et en même temps, parce qu'on est humain et parce qu'on n'a pas appliqué ces règles simples, qui est juste d'avoir un souffle conscient dans sa vie, et ben ça devient complexe, et il commence à y avoir énormément de résistance humaine, parce que on se dit oui, mais bon, s'il suffisait finalement que tout le monde respire juste au quotidien, Ça saurait.
Sauf que comme on l'a pas fait pendant longtemps, c'est comme quand tu vas dans une cave à l'intérieur de toi, moi je prends souvent cette image en fait du corps qui est vraiment notre maison et en fait, quand il a pas été habité pendant longtemps, on imagine bien les résistances qu'on peut avoir à y aller parce qu'en fait, on se dirait: il suffit d'aller habiter la maison». Sauf que quand tu arrives dans la maison, il y a des toiles d'araignée partout, il y a des trucs qui puent dans certains coins parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on n'y était pas. Il y a besoin de sortir certaines ordures. Là, souvent, quand on n'apprend pas à faire ce travail par la simplicité, par la volonté, par la décision propre et par la douceur, eh bien, on apprend ce travail par la douleur. Oui. C'est vraiment, il y a ces 2 chemins. La plupart des gens qui viennent nous voir, c'est pas la enfin, c'est la majorité, ça veut pas dire que c'est tout le monde, mais la plupart des gens qui arrivent vers nous, j'imagine que tu as la même expérience, c'est parce que la vie a propulsé ou a impulsé le fait que les ordures commencent à sortir. Les problèmes de santé, le burn-out, des problèmes aussi plus graves qui peuvent arriver. Donc, en fait, de commencer à faire ce travail, il peut y avoir un peu cette vague à passer. Après, ça devient, je veux dire, là, depuis qu'on est en train de faire cet enregistrement, il y a pas, je dirais, il y a pas X minutes qui passent sans qu'on soit en train d'observer, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je peux détendre? Mais c'est ce travail de double attention, ça, c'est après. Là, c'est fun. Voilà, C'est ça. cool. Ça, c'est le côté fun, le côté cool, le côté... Mais je vous rejoins à 200%, c'est-à-dire... Cet épisode va durer 4 heures. Oui. On va faire une série. Ferez une pause, vous autorisera à aller manger. Et voilà. Mais c'est de revenir sur cette notion, oui, les gens qui arrivent me voir, ils sont dans la douleur. Ils ont tenté la douleur. Ils ont tenté des approches. Ils ont refusé. Et puis à un moment donné, les ordures arrivent de plus en plus. Et puis, ça... Et il y a cette croyance que pour pouvoir changer, ça va devoir être dur. Non. Ouais. Non. Et en fait, moi, toute mon approche, elle est basée sur la simplicité, en fait. Et je sais que je suis déstabilisant quand j'arrive. Avec mon côté britannique, que tout le monde me dit pour rigoler, mais où je leur dis non, on se pose, on respire. Moi, j'ai fait un exercice avec une dirigeante que j'ai accompagnée, où on était en plein travail sur la vision stratégique, et à un moment donné, je voyais qu'il n'y avait plus de capacité mentale. Et c'était pas un jugement sur elle. Non, on a des cycles, et là, on est arrivé à un point, et je lui ai dit, ça fait combien de temps que vous n'avez pas marché pieds nus dans l'herbe? Et elle me regarde, mais on va pas faire ça. Je dis, vous avez des petites chaussures, un jardin derrière. Et qu'est-ce que je voulais lui faire? C'était lui faire ressentir le contact de l'herbe sous ses pieds, la réaligner sur son corps. Et là, après, on était faire un petit exercice de respiration. Et puis après, elle s'est retrouvée avec une petite brindille sur la tête en équilibre. Et ça a duré 10 minutes. C'était simple. C'était pas une technique très compliquée. Alors, de l'extérieur, ça peut paraître complètement fou. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est reconnecté à son corps. Elle a re-respiré et on a fait un petit exercice de double attention où, naturellement, elle s'est relevée. Le port de tête était plus haut. Elle a commencé à réinspirer par le nez. Et on ne sait que de redresser les jambes. Déjà, ça a un impact. Parce qu'il y avait le poids des décisions qui arrivaient. Et plus ça allait, plus c'était compliqué. Et à la fin de la journée, elle m'a dit merci. Et je lui ai dit pourquoi? Pour l'exercice dehors. Parce que c'était simple. Et donc, je lui ai dit, voilà, vous avez une clé, en fait. Quand il y a de la surcharge, le truc, posez tout. Réhabitez votre corps, réhabitez la respiration. Mettez-vous des petits défis, tiens. Je mets un truc sur la tête. Je vais tenir en équilibre des stabilos. Tu sais que je t'ai piqué ton idée toute Très bien. C'est très bien. Stopper les pensées pour pouvoir repartir après. Parce que je te rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est on parle de compétences en entreprise, de compétences managériales. On parle de compétences de transmission de vision, mais il y a plein d'autres choses avant qu'il faut maîtriser. Et le point commun qu'on a là, c'est qu'on a des gens qui arrivent
Et c'est pas ces compétences managériales qui font défaut. C'est l'amont. C'est dans quel état est le lézard, comment se trouve le singe. Parce que si on essaye de réfléchir avec l'humain, C'est ça. ça va être très compliqué en fait. Mais tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quelque part, quand on parle, tu vois, il y a l'expertise, comme tu dis, le talent, l'expertise, pas de souci, ces personnes... Elles sont arrivées là. Voilà, exactement. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant longtemps, j'ai mené des ateliers en entreprise sur justement la communication, sur comment être en lien pour développer les fameuses soft skills. Donc, il y a eu un peu cette prise de conscience depuis les années, on va dire quoi, depuis 20 ans, il y a quand même cette prise de conscience de l'intelligence émotionnelle, des soft skills. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand on va travailler les soft skills, de nouveau, on est focalisé sur ce qui se passe ici, ce qui se passe dans la communication et ce qui se passe chez l'autre. Comment j'influence l'autre, comment je lead l'autre, comment je dirige l'autre. Et je trouve qu'une des choses, c'est pour ça que je suis toujours en admiration devant les personnes avec lesquelles je travaille, qui ont en fait cette posture, ce statut de leader et qui, à un moment donné, pour expanser son leadership, pour vraiment aller plus loin et emmener plus loin son équipe, il y a besoin de se rendre compte que le seul endroit où on peut vraiment être souverain et où on peut vraiment aller expanser son espace, c'est à l'intérieur du corps. Donc il y a besoin de revenir quelque part, de faire vraiment tout un travail de déconditionnement, de mindset, mais aussi de système nerveux, de système de fonctionnement pour se rendre compte que le seul endroit où vraiment on peut, et je sais que ça peut être challengeant cette vérité-là, mais la plupart des dirigeants qui viennent travailler quelque part avec nous passent par une phase complètement inconfortable qui est de se rendre compte qu'ils ont beau être le meilleur dirigeant à l'externe, ça passe par la phase inconfortable de se rendre compte à quel point on n'est pas aux manettes de ce qui se passe à l'intérieur. Et là commence ce cheminement. C'est ça. Moi, ce que j'appelle un peu la notion de fictivité, en fait. C'est-à-dire, on va projeter des compétences à l'extérieur, on va projeter plein de choses. Être dirigeant, c'est un combat, hein. C'est un combat de tous les jours. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens que j'accompagne, pour cette mission qu'ils se sont donnée. Mais c'est de revenir sur cet essentiel. C'est comment j'influence, comment je m'influence moi. Je peux pas contrôler l'autre. Je peux essayer de l'influencer, de l'orienter, mais déjà, moi, c'est une phrase de la PNL qui dirige ma vie depuis plus de 20 ans, c'est je peux pas contrôler l'autre. Par contre, je peux contrôler quelque chose chez moi qui va l'influencer. Et de revenir à travers le souffle. De revenir à travers... je fais des fois des exercices qui sont tout bêtes, c'est que je leur demande de me présenter à leur entreprise en inspirant que par le nez et presque en apnée, en fait. Et je leur dis, maintenant, on va faire un autre type d'exercice. Vous essayez d'avoir un rythme où vous posez. Et là, c'est marrant, ils disent, ah, mes idées sont plus claires. Mais je te rejoins, en fait. C'est l'exemple de gérer ici, en fait. Et on n'est pas encore en train de gérer les gros pépins, hein. Les grosses croyances, les gros traumas. C'est de revenir sur cet alignement qu'on a là. Et comment, déjà, moi, je peux m'amener une attention à moi pour pouvoir capter l'environnement qui est autour de moi, qui ne soit pas une hostilité. Donc, du coup, je rebondis sur un truc. Tu as parlé de conflit en col blanc. Comment le souffle peut résoudre un problème, peut alléger déjà 50% de la situation dans les conflits? Mais dans tout conflit, parce que quand on a soi-même un système nerveux plus stable, on va être moins attisé, on sera moins en réaction par rapport à ce que l'autre va nous dire. Il y a une expression russe qui dit toujours garder les pieds au chaud et la tête froide. Mais les Russes ont un côté pragmatique que j'aime bien. Et c'est vraiment ça. Mais pour pouvoir garder la tête froide quand tout devient chaud, il y a besoin autour de nous. Et le conflit, c'est exactement ça. Il y a besoin qu'on soit ce qu'on appelle clean à l'intérieur. Parce que si on est une boule de douleur,
et de stress à l'intérieur de soi, n'importe quelle interaction un peu compliquée va venir être exacerbée par les réactions de l'un et de l'autre. Donc, si chacun prend soin déjà de sa propre douleur, quelque part, de sa propre histoire, en fait, le conflit, il est différent. Il prend une autre nature. Et du coup, mais ça, c'est Anela qui m'a appris ça et qui m'a permis de faire le lien. Du coup, peut-être que les gens éviteraient d'avoir ces discussions inconfortables, de peur que ça se transforme en conflit, parce qu'elles savent à l'intérieur à quel point c'est des boules de trigger, des trigger points en fait à l'intérieur. Mais en étant plus justement clean avec sa propre histoire, avec son système nerveux, il y a moins de résistance à rentrer dans une discussion inconfortable, sans qu'elle devienne une confrontation, mais un espace de co-création. Et pour citer justement Anela, notre capacité à oser une discussion inconfortable avec quelqu'un est la mesure de la qualité de cette relation. Au plus on ose rentrer dans quelque chose d'inconfortable avec une personne, au plus la relation a la capacité, le potentiel d'être vraiment riche et enrichie en fait. Mais pour ça, ça demande de faire ce travail sur soi, au lieu de ne rien faire, d'être une boule de tension en permanence et de fuir et de rentrer dans un espèce de système de passif-agressif où il ne faut surtout pas s'engueuler. Je lis un livre d'ailleurs super intéressant, j'ai oublié le titre évidemment, mais qui explique à quel point les entreprises les plus qui ont le plus de succès, et il y a plein d'études américaines, je pourrais te donner la référence. Je le mettrai dans la vidéo. Avec grand plaisir. Ce sera chouette, je pense que ça peut être intéressant pour les dirigeantes et dirigeants qui nous entendent, que au plus une entreprise accepte que les gens s'engueulent à l'intérieur, de manière saine, donc il y a un cadre à avoir, mais au plus il y a de l'espace pour ces conversations inconfortables, pour se dire les choses, pour ne pas être d'accord. En fait, au plus elles ont du succès. Le pire, c'est un peu le truc de politiquement correct, passif-agressif, de consensus. Diluer sa vérité. Ouais, il faut pas heurter, il faut heurter personne, mais en fait, tout le monde nourrit quand même ces trucs et puis ça se pourrit derrière. C'est pas du tout optimum, ça. Aujourd'hui, justement, c'est un livre assez récent parce que ça change le paradigme. Ok. Mais en fait, au plus il y a de cadre et d'espace pour se dire, moi, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que c'est complètement stupide ce que tu es en train de faire, voilà pourquoi. L'autre, ça ouvre un espace de discussion. Et comment est-ce qu'on peut co-créer ensemble en laissant les émotions libres pour le bien de l'entreprise et pour faire avancer le schmilblick quelque part. Et je trouve ça fascinant. Et oui, parce qu'en fait, on vient nommer quelque chose qui jusque-là est tabou. Chacun reste dans son précaré. Et puis, tu m'as pas écouté, ou t'as pas vu, ou t'as pas... Non, en fait, je nomme la problématique. Moi, j'ai dirigé plus de 50 personnes dans une PME à forte croissance pendant 7 ans. J'étais 14 ans dans cette entreprise-là. Et je me suis rendu compte de cette capacité à fuir les sujets. Et qui, à petit feu, m'a tué, puisqu'en fait, j'arrivais dans les situations. L'autre situation déjà chargée de la première. Donc, à la fin de la journée, j'ai appelé ça la théorie des crayons, pour moi. C'est qu'à chaque fois, je prenais un crayon de cette situation-là. Pour écrire mon prénom à la fin de la journée avec 25 crayons dans la main, c'était quand même un peu compliqué. Et je me suis mis à nommer les choses. Alors, au départ, ça fait mal. Bon, en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est prendre conscience. Prendre conscience, tiens, là, je respire pas. Là, je nomme pas la situation. Et de mettre un cadre à tout ça. C'est-à-dire de dire, voilà, c'est un espace de liberté où il y a du respect vis-à-vis de l'autre. Vous allez pouvoir nommer les situations en mettant un cadre de sécurité, bien sûr, quelques fusibles, mais que ça sorte, en fait. Parce que de là, on va créer quelque chose. C'est pas dans le non-dit qu'on va créer quelque chose. Et peut-être que l'idée farfelue que t'as, qui me déplaît aujourd'hui, va aider l'entreprise demain. Parce que je vais y réfléchir. Je vais dire, c'était peut-être pas si bête que ça. Parce qu'en fait, on en sort grandi de chaque situation. Il n'y a pas d'échec. Si on regarde à travers le prisme de l'échec, ça reste un échec. Mais en fait, l'échec n'est qu'un feedback pour aller plus loin, en fait.
Donc, on a vu le fait de conscientiser déjà ces apnées, d'avoir ce désir de travailler à l'intérieur de nous et de se réapproprier cette respiration pour se reconnecter, le fait de nommer les choses. Et ce que j'aime là, c'est que vous donnez des exemples hyper concrets, quoi. Un conflit en entreprise peut être évité parce que on va vers, c'est pas en évitant le conflit, ça va dégénérer. Et j'arrive à avoir des phrases, vous pouvez gérer ça pour moi, Julien? Ben, en fait, non, parce que là, je suis en train de vous déposséder de votre responsabilité, en fait. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Comment le souffle peut travailler la clarté mentale, le mindset, en fait? Annella, dans tout ce que tu entreprends, sacrée question que je te pose. Mais tu sais, enfin, encore une fois, moi, je relie vraiment le travail du souffle, c'est un moyen pour habiter son corps. Et d'ailleurs, je vais faire quelque chose. Je vais aller me chercher un petit coussin. Parce que ça va me permettre d'être justement plus, parce qu'en respirant là depuis 3-4 minutes. Un peu abaissé sur les chaises. Hein. Je sens, mais en fait, j'aime beaucoup, c'est une anecdote, mais c'est extrêmement parlant, parce que c'est dans ces petits moments-là qu'on fait toute la différence avec le travail du souffle. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui connaissent pas, qui expérimentent pas connaître ici, expérimenter dans le corps. En fait, il y a cette idée que le travail du souffle, c'est des sessions de breathwork. Les sessions de breathwork, c'est un entraînement. C'est pas l'expérimentation du travail du souffle. C'est comme les pompiers, en fait, ils vont passer 80% de leur temps à s'entraîner dans des cages à pompiers. Et en fait, le moment où ils font vraiment leur travail, c'est au moment où il y a un vrai incendie. Et vraiment, dans cette idée, quand on parle de travail du souffle, bien évidemment, il y a besoin de s'entraîner pour expérimenter. On l'a dit, Vincent est vraiment un expert là-dedans. Voilà, ça fait des années qu'il explore, mais toutes les techniques et moyens possibles d'aller chercher le souffle. Et en fait, tout ça, c'est des terrains d'entraînement et de jeu, d'expérimentation qui sont cool. Mais le vrai travail, il se passe en fait ici et maintenant. Il se passe au quotidien. Et souvent, on dit, oui, mais là, j'ai pas eu le temps. Ça, c'est au début. Les clients, ils disent, mais là, j'ai pas eu le temps de respirer. Donc là, je pourrais dire, en fait, j'ai pas le temps. On est en train d'enregistrer. Donc, je vais aller juste chercher quelque chose. Donc après cette magnifique transition visuelle, vous verrez, nous avons le coussin. Le coussin. Et là, mon corps peut être beaucoup plus détendu. Et c'est ce que je disais, c'est une anecdote, mais c'est ce genre de moment dans notre quotidien et donc du coup dans notre vie qui crée des tournants. C'est-à-dire que là, soit je peux me dire, comme la plupart des personnes qui n'ont pas l'habitude de vraiment expérimenter le souffle, je peux me dire, ok, j'attends juste encore la fin de l'interview pour vraiment être bien, pour vraiment respirer, pour vraiment pouvoir déposer mon corps. Et c'est ça souvent qu'on a comme objection, c'est oui, mais j'ai pas eu le temps de respirer. J'ai pas eu le temps de penser à moi, j'ai pas eu le temps d'habiter mon corps, j'ai pas eu le temps de me demander comment je me sens. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on rend pas service parce que souvent, en plus, il y a l'excuse que, mais j'étais au service de mes collaborateurs, j'étais au service de mes clients. Et en fait, je suis pas au service de cette interview si mon corps est en train d'être en apnée, si mon corps est pas détendu, je peux pas être au service, en fait, de ce qui m'entoure si je prends pas ce petit moment d'inconfort, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'inconfort, de dire, vous savez quoi, juste là, 2 minutes, je me réinstalle, c'est important pour moi, en fait. C'est la notion d'autorisation. Oui. C'est la notion de responsabilité vis-à-vis de soi-même. Oui. Je suis responsable de la direction dans laquelle je vais aller. Et c'est vraiment tout un travail. Pour moi, les deux sont liés, en fait. Mais voilà, moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les dirigeants, mais avec toutes les personnes que j'accompagne le vendredi, 1 fois par mois, je fais des séances pour des gens qui n'ont pas de moyens et qui viennent. Je travaille la même chose. La responsabilité et l'autorisation, de s'autoriser à faire quelque chose de différent. Parce que là, en fait, on se rend compte que s'il n'y a pas la posture, on est confortable, on commence à se décentrer.
Donc du coup, on commence à perdre un peu de capacité mentale, de clarté mentale sur ce qui se passe. Du coup, je vais focaliser sur moi, sur mon inconfort. Mais cette métaphore, on peut la prendre sur une situation stratégique en entreprise, sur un choix, sur un objectif, sur une réunion. Moi, je pose souvent la question aux gens, vous vous autorisez à arrêter la réunion? Non, parce que ça va jusqu'au conflit. Je dis, donc du coup, il faut le conflit, où là, il y a rupture de communication. Ou l'hernie discale, si on prend le truc, conflit intérieur par rapport au corps. Ou l'arrêt médical. L'arrêt médical, le burn-out, l'épuisement professionnel. Pour prendre conscience. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la notion qui est arrivée dès le début. Je reprends conscience de ce que je fais. Et la respiration n'est qu'un moyen. Pour pouvoir être aligné, pour travailler ce mindset qui est quand même, pour moi, qui est très important. Moi, la promesse que je fais aux gens, c'est de les accompagner sur leurs orientations stratégiques pour gagner en clarté mentale sans renoncer à leur personnalité. C'est l'alignement des trois. Et même, je dirais, en fait, en exprimant enfin qui ils sont. Toi, tu dis sans renoncer. Oui, mais c'est en exprimant. Je vais changer ça. C'est vraiment, en fait, même, c'est ça qui permet justement, si je suis pas en train d'être complètement contrainte par des limitations, en fait, des tensions, par le stress, si je suis pas contrainte, je peux enfin exprimer pleinement ma vision. C'est ce qu'on attend des leaders, en fait. On attend qu'ils aient une vision qui soit au service de tous. Cette vision, elle part de l'intérieur de nos corps, et si dans nos corps, cette vision, elle est contrainte, elle peut pas amener un plus grand bien, quelque part. Et ça, je sais pas, hein, moi je m'emballe, je suis une passionnée, donc je vais peut-être ouvrir des casiers un peu inconfortables, des conversations inconfortables, mais en gros, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut dire et qui est pas assez dit, c'est que ce qu'on a remarqué dans nos entreprises depuis Covid, c'est à quel point il y a des dysfonctionnements humains. Oui. Et aujourd'hui, on le sait de plus en plus, ça ne fonctionne plus comme avant. Parce que il y a eu ce fameux, ce que Vincent utilise toujours, la métaphore, en fait, du bocal avec le poisson. En fait, il y a eu tellement un remous important sur nos systèmes nerveux depuis la pandémie. Il y a eu des gros éclats quelque part intérieurs dans les sociétés, mais dans l'humain, que, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que on peut plus tasser tout ça. Les personnes arrivent au bout, et en fait, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out dans les comités que j'accompagne, dans les dirigeants qui ont des visions. En fait, ils sont toujours dans la contrainte, parce que c'est ça être dirigeant aujourd'hui. Oui. C'est jongler avec les contraintes. Oui. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette problématique profonde et humaine qui est que on veut faire fonctionner nos sociétés comme avant, et ça marche plus. C'est ça. Et on essaye de régler le problème avec les outils d'avant, et ça marche plus. Et ça passe par cette zone complètement inconfortable, et c'est là où ça parle souvent aux dirigeants, parce que j'entends constamment cette même problématique de comment je peux plus responsabiliser mes employés, comment je peux plus responsabiliser mes collaborateurs. Eh bien, en fait, ça commence par l'intérieur. C'est ça. Et ça commence par incarner un message, ça commence par incarner ce qu'on demande à l'autre, et là aussi c'est un peu un point qui est inconfortable à entendre, mais quand l'ego est d'accord d'entendre ça, en fait là on peut leader l'autre d'une façon beaucoup plus incarnée. C'est quand on commence à comprendre que la seule façon vraiment de leader l'autre d'une façon directe, rapide, effective, vu qu'on est dans un monde qui cherche la rapidité et l'efficacité tout de suite, c'est vraiment d'abord de travailler sur ça, soi. Et les leaders qu'on accompagne, les dirigeants qu'on accompagne, sont des personnes qui ont vraiment compris que c'est cet inconfort-là qu'il faut être d'accord d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est facile, hein. Moi, je dis ça aujourd'hui avec simplicité, avec douceur, mais moi, j'ai pas eu cette sagesse-là à l'époque.
Mon corps a eu la sagesse, mon esprit a vraiment été très, très, très têtu. Et c'est pour ça que cette conversation, elle est importante aujourd'hui. Et merci de transmettre ce message, parce que personnellement, j'ai dû passer par le burn-out il y a à peu près 12-13 ans, ensuite par la dépression, ensuite par 3-4 ans où j'étais très malade et donc du coup j'avais que 5 heures par semaine où je pouvais être efficace et je devais gérer mon entreprise. Donc en fait, j'ai pas eu cette sagesse-là à l'époque. Et c'est justement parce que j'ai visité les profondeurs par la douleur, parce que j'ai pas su le faire justement avec la simplicité et la douceur à l'époque, que aujourd'hui je me dis mais accepter la simplicité, accepter la voie de la douceur pour pas qu'on ait besoin collectivement de passer par cette douleur, en fait, de passer par le burn-out, de passer par la maladie. Il n'y a pas besoin de ça. Ça me touche énormément ce que tu dis, parce que c'est la réalité de ce que je vois au quotidien. Et c'était ma réalité. Moi, je suis passé par la case douleur, vraiment. Et je dis aux personnes que j'accompagne, alors après, chacun a son expérience, chacun a sa carte du monde, mais il y a plein d'autres choses à faire, de simple, de reprise de contrôle simple, avec un peu peut-être des fois, alors peut-être moi je m'emballe, mais un peu plus de féminin dans, voilà, et de dire, bah voilà, tiens, aujourd'hui, je vais être conscient de ma respiration. Je vais respirer sur une problématique, un truc qui m'ennuie, eh bien, je vais pas essayer de la traiter avec des mots, je vais respirer dessus jusqu'à temps de lâcher, de s'autoriser à lâcher le truc. Une des très belles séances que j'ai fait il y a 15 jours, où j'ai dit à la personne, stop, on arrête. Avec des yeux. Mais non, on doit absolument faire les fiches de vision pour le... Stop, on arrête, on arrête. C'est fini. Là, on se pose. Je dis, maintenant, ce problème que vous avez, c'est-à-dire, je te rejoins avec ce que tu disais, avec le passé. Vous êtes en train de réfléchir dans le futur, avec les enseignements du passé, en remettant le passé au présent. Donc, je dis, maintenant, vous arrêtez, vous inspirez par le nez, vous soufflez. Et s'il faut que ça nous prenne 3 heures, on prendra 3 heures. Mais tant que tout n'est pas sorti, eh bien, on ne fera pas la fiche de vision. Il y a eu un combat. Non, il faut absolument que ça soit fait. Je dis, écoutez, c'est simple, ça va finir, que les fiches vont être faites dans la douleur. Elles vont pas être conformes à votre attente, parce que moi, j'explique un peu ce que c'est que les fiches de vision, c'est que j'ai développé une méthodologie autre que les fiches de poste. Pour moi, une fiche de poste, c'est magnifique. On peut être responsable informatique et responsable des photocopies en même temps. C'est un périmètre très très large où on va aller mettre des responsabilités, des trucs, et ça fait mousser les égos, mais ça ne correspond pas à la vision stratégique du dirigeant pour son entreprise. Moi, je travaille avec beaucoup de PME, beaucoup de PMI, où chaque personne est un maillon de la chaîne et il doit contribuer à quelque chose, mais le dirigeant qui est au-dessus doit avoir la vision et ça doit contribuer à quelque chose. Donc, il y a un feedback qui se met en place. Et donc, elle a respiré. Ça a duré un bon quart d'heure, et puis à un moment donné, il s'est mis à pleurer. Et j'ai dit une petite phrase que j'aime bien dire, c'est que des fois, les larmes rendent la vue. C'est la situation. J'ai dit, il n'y a pas que ça nettoie un peu tout ça. Et elle a respiré, elle m'a dit, ça m'a fait un grand bien. J'ai dit, ok, maintenant on prend une tasse de thé, on y retourne. Et en 30 minutes, on avait fini les fiches. Parce que elle voyait les situations à travers les échecs du passé, les choses. Et je lui dis, ça, c'est des choses simples à faire. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller faire une psychothérapie de 20 ans. Respirez. Posez-vous, évacuez. Et puis, je lui posais des questions, c'est où? Bon, elle m'avait donné une indication, c'est qu'elle était tellement voûtée, je pense que sa ceinture abdominale était tellement contractée que elle me dit, mais j'ai l'impression de respirer de là, Et donc, à la fin, on a été faire de la respiration abdominale, et je lui ai dit, imaginez que par vos tablettes de chocolat, l'air rentre, et elle me dit, ça fait un bien fou. Et je crois que ça faisait 25 ans qu'elle avait pas respiré comme ça. C'est fou, ça me rend triste, moi, toujours, d'entendre des histoires comme ça, de voir dans quel état les gens se mettent.
Et ça fait plusieurs fois que tu dis ça, du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus. Tu dis, ce sont des choses simples, ce sont des choses simples. Et je suis d'accord, Oui. complètement. Mmh. Mais pour pouvoir voir la richesse de cette simplicité, il y a un changement de mindset à Oui. faire. Parce que notre société ne valorise plus depuis longtemps ce qui est simple. On valorise ce qui est compliqué. Mmh. Et aujourd'hui, tu viens avec des concepts sophistiqués. Les gens ils disent ah là là, c'est très compliqué. Ça va m'aider à débloquer, à avoir plus de clarté parce que ouh là là, c'est un nouveau concept d'un chercheur. Voilà, j'en sais rien, moi, un chercheur indien, une grande université. C'était intéressant. Je comprends rien, mais je sens que voilà, grand chercheur, spécialiste en PNL me présente. Ouh là là, ça c'est quelque chose. Des mots que je ne comprends pas, Ouh ça là doit être... là, Donc concept. voilà, ça doit répondre à ma problématique, vu qu'il Oui. doit y avoir quelque chose à l'extérieur qui doit Ouais. pouvoir m'aider que je ne connais pas. Nouvelle forme de thérapie, le PNL de 17e génération, oulala, des concepts quantiques, ça m'intéresse. Alors que si on dit aux gens, assieds-toi, respire, ah mais je respire. Ouais. Et en fait, non. Non. Là, il y a la France il y a une grosse incompréhension et ouais, une grosse incompréhension. Mais je peux Ouais, rebondir parce vas-y, que ouais. vraiment, j'adore cette conversation parce que ça nous ramène encore une fois, quand on parlait tout à l'heure d'incarner, en fait, ça nous ramène à vraiment être très honnête. Moi, j'aime bien parler de radicalité, en fait, de responsabilité radicale, d'honnêteté radicale envers soi-même d'abord, et de se rendre compte à quel point, quand tu parles de fiche de vision, de se rendre compte à quel point nos solutions fantasmées, nos grandes visions, nos grandes valeurs, à quel point nous sommes les premiers souvent à ne pas les incarner dans le corps. Oui. Et ça, je trouve que c'est un axe, peut-être toi qui aimes bien les astuces, tu vois, les outils concrets, c'est de se rendre compte justement à quel point on peut aller mettre des grandes vérités, comme par exemple simplicité, qui est une grande valeur pour moi, et de se dire, ok, comment est-ce que cette valeur-là, je ne l'incarne pas Oui. dans le corps? C'est-à-dire, on peut dire, combien de fois on entend « j'aimerais que ce soit plus simple, j'aimerais que ce soit plus simple ». Ok, comment je peux incarner la simplicité? Comment est-ce que au cœur de mon corps, je peux réaligner cette intégrité, en fait? Et ça, je pense que c'est une valeur, la responsabilité, l'intégrité, c'est des valeurs qui, justement, sont pas expérimentées autant qu'elles pourraient l'être, en fait, dans cette notion de leadership, pour diriger l'autre, comment est-ce que je peux vraiment aller réaligner ça? Et hier, j'ai eu une conversation avec Jean Dupré, peut-être que tu connais, qui a lu mon livre sur la com de pouvoir, et il me disait, c'est fou parce que il y a rien de nouveau et c'est tellement simple, mais ça atterrit différemment quelque part dans le corps. Et je lui disais, mais c'est le plus grand compliment que tu peux me donner, parce que quand tu me dis qu'il y a rien de nouveau, il me dit, mais oui, parce que tous tes concepts, en fait, sont des choses qu'on entend déjà dans le stoïcisme, ou des grands axes, les lois cosmiques, un peu quelque part, tu vois, philosophiques. Et je dis oui. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, ces belles phrases, l'amour, ou soit le changement que tu veux voir dans le monde. Tout le monde connaît ces phrases au niveau de l'esprit. Oui. On a un esprit qui est tellement développé aujourd'hui. On donne tellement de poids à cette intelligence. Mais est-ce qu'on peut voir à quel point tout ce qu'on sait, si seulement on intégrait et on incarnait le 1% de ce qu'on aimerait ou de ce qu'on sait, pourrait profondément changer nos entreprises. Oui. L'incarnation pour moi, c'est le travail que j'ai entrepris sur moi, avec cette phrase où j'ai dit, où je me suis dit un jour, c'est toi qui as foutu le bordel dans ta tête. Maintenant, on fait autre chose. Et il n'y a pas une journée où je travaille pas sur moi, et c'est pas des concepts compliqués, non. Moi, j'ai 3 grands drivers: la simplicité, la spontanéité, la liberté. Quand je fais quelque chose, c'est spontané. Là, ce matin, je suis arrivé, j'étais moi. Je suis libre.
je t'ai dit, la première chose que je t'ai dit en arrivant, c'est je prends le temps de C'est vrai. prendre le temps de faire les Ouais. choses. Et la joie aussi, d'incarner la joie. Et à des moments dans ma vie d'entrepreneur, je vois bien qu'il y a des choses qui bloquent. Hier soir, j'avais une discussion avec une amie qui me dit, elle m'a dit une jolie phrase. Elle m'a dit, c'est marrant, si ton chiffre d'affaires n'évolue pas plus, est-ce que c'est pas toi qui le bloque? Et là, je me suis dit, ah tiens, intéressant. Est-ce que j'ai incarné le fait que, tiens, cette année, j'explose mon chiffre d'affaires? Mais de l'incarner, en fait. Ça Ouais. veut dire une posture, un autre mindset, une autre Oui. réflexion, une Oui. autre vision, de Oui. s'autoriser à faire des choses qu'on n'a pas fait. Oui. Exact. Et là, ça fait le lien avec tout ce qu'on a dit, en fait. C'est-à-dire que les gens veulent être des leaders en ayant des concepts très, très, très scientifiques, avec des mots qui font briller, avec des phrases où on sait même plus comment on s'appelle à la fin de la phrase. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Puis avec cette révolution qu'on a eue il y a 4 ans, aujourd'hui, les gens sont en quête de sens, en quête de place, de contribution. On a besoin de vision. Alors moi, quand les gens me posent la question, c'est quoi les outils que tu utilises pour la vision? C'est déjà de la définir et de l'incarner. Pour ça, je te rejoins avec les valeurs. C'est de noter les valeurs qui sont importantes, les 4 valeurs qui sont importantes. Et qu'est-ce que je fais pour les... Déjà, qu'est-ce que je fais quand je les incarne pas? Ça nous donne déjà un pan énorme de solutions. Et après, qu'est-ce que je fais pour les incarner même? Et de dire, bon, ok. C'est un peu la phrase d'Einstein qui dit, la folie, c'est de faire encore plus de la même chose, en croire que ça va être différent. Ouais. C'est de dire, bon, j'ai fait ça, ça m'apprend un truc, c'est un feedback. Et j'ai un driver maintenant. Quand je suis en train de faire ça, je suis pas en train d'incarner les choses. Et c'est mon travail avec les dirigeants. J'ai pas de méthodologie, j'ai pas d'outils, non, c'est du réalignement. Et dire, voilà, cette valeur, elle est importante pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Pas, et qu'est-ce que vous voulez faire? Et maintenant, vous avez un avertissement. Moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais résistant au stress. Je me faisais croire que j'étais résistant au stress. Mais t'étais résistant. Mais j'étais résistant. T'étais résistant Voilà. au stress, en fait. Donc, C'est ça. juste quelque part. Mais ça a sa limite. C'est à sa limite. Aujourd'hui, voilà, il y a des journées qui sont plus hautes, plus basses, et je les accepte complètement, parce qu'on peut pas être au taquet tout le temps. Et puis, il y a des entretiens, il y a des choses qui font que ça va créer un peu plus de pression. J'utilise des techniques, des moyens pour pouvoir respirer, pour pouvoir court-circuiter mon cerveau, pour être totalement présent. Et puis d'être à l'écoute. Et cette phrase qu'on aime beaucoup avec Anela qui dit que ce qui n'est pas ressenti ne peut être vécu, et si ça peut pas être vécu, ça peut pas être transformé. Ça va être accumulé dans le corps. Donc, quand on bloque une émotion en disant elle va passer, elle passe pas. Elle se cache. Elle se tasse. Elle se tasse, elle se cache quelque part. Après, le corps se tord parce que ça va créer une tension. C'est la différence entre le stress et la tension dans le corps. Donc, il y a une mémoire. Ça date de Wellm, de contemporain de Freud et de bien avant sans doute. On n'invente jamais rien. Hein. C'est que des mises à jour, de la reformulation. Et du coup, il y a besoin de ressentir. Moi, je préfère ressentir le stress, le transmuter, le digérer, que de ne pas le ressentir. Et puis, un jour, tôt ou tard, ce sera ressenti, du coup, sous la forme de tsunami, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important de ressentir les choses. Parce que vivre, c'est ressentir. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on est triste, il y a de la joie, il y a de la peur, il y a de la colère. Ressentez-le pour pouvoir le transmuter. Et tant c'est évident avec de la nourriture, avec de la boisson, on boit, mais si à un moment donné, on passe pas par la casse-toilette, ça va être un problème. Il y a un problème. Ça va être un problème. Mais par contre, avec les émotions, avec les ressentis, personne ne se pose la question. C'est normal de tchouk. Ah non, moi, le stress, je ressens pas. La tension, je ressens pas. Nanana. Ah, et puis on s'étonne qu'après, il y a effectivement des catastrophes. Donc, vivre, c'est ressentir. Ça fait partie d'être humain. Ouais.
Et savoir que ça arrive, c'est pas ressentir. C'est Oui, ça aussi. oui. J'étais avec une cliente hier en séance et puis elle venait de recevoir son punching ball à la maison. Ouais, c'est cool. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une grande intelligence émotionnelle. Comme la plupart des personnes, je pense, aujourd'hui, surtout dans les postes de dirigeants, je veux dire, tout le monde est passé par la case communication non violente, tout le monde est passé par la case qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, on sait ça. De nouveau, on le sait. Et pourtant, dès le moment où on offre un espace pour la liberté, parce que pour moi, il y a vraiment ces deux axes. L'intelligence émotionnelle, c'est plutôt l'aspect yang des émotions, c'est les comprendre et les utiliser. Mais par contre, la liberté émotionnelle, c'est notre capacité à les ressentir de façon sécure. Et ça, c'est autre chose. Ouais. Comment est-ce qu'on peut se laisser Non, mais c'est vrai. J'étais là, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut justement se laisser ressentir en fait la fatigue sans le jugement? Comment est-ce qu'on peut se laisser Je vois. Parce que c'est le sujet que j'allais aborder, donc merci. Bah parfait, tu veux poser une question par rapport à ça? Vas-y, continue. Mais c'est vraiment, en fait, pour moi, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'humains autour de nous qui nous apprennent et qui nous incarnent qu'est-ce que c'est de vivre avec une liberté émotionnelle dans le corps. Et ma cliente me posait la question du coup, parce qu'hier elle me disait, mais en fait, je vais me noyer dans la tristesse, ou bien je vais me brûler dans ma colère, ou bien. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant. Et je pense que dans l'histoire fait quand même bien les choses, qu'on nous ait peut-être transmis les clés de l'intelligence émotionnelle avant la liberté émotionnelle, parce que sinon ça peut être très chaotique. En fait, on va les ressentir parce qu'on va y donner une direction après. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ce que je remarque avec les personnes extrêmement intelligentes avec lesquelles on travaille tous, je pense, c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes, extrêmement stratégiques, qui savent d'où vient la colère, qui savent qu'est-ce que ça peut-être apporter, qu'est-ce que ça veut dire dans leur passé, de où est-ce que où c'est né. Et pourtant, ça continue à être là. Oui. Et pourtant, ça revient. Et pourtant, c'est bloquant. Et pourtant, comme tu dis, on va le tasser. Et à aucun moment, en fait, il y a vraiment cette expérimentation par le corps de comment est-ce que je peux vraiment ressentir ça dans mes cellules. Et c'est un peu théorique dit ici. Moi, ça m'embête. Moi, j'aime bien la pratique. Mais en fait, je sais pas comment l'expliquer d'autre que de le vivre juste ici. En gros, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut vraiment s'offrir un espace safe. Dans le cadre de cette cliente, elle m'a écrit le message ce matin parce que suite à sa séance, elle est allée vraiment crier, elle est allée utiliser le punching ball. En fait, là aujourd'hui, elle agit différemment. Là aujourd'hui, c'est pas juste qu'elle a compris, c'est qu'elle incarne une vérité différente que hier. Pas juste qu'elle a compris son émotion. En fait, aujourd'hui, elle est libérée dans son corps de cet espace, et à partir de cet espace, elle peut gérer ses clients, elle peut gérer sa vie différemment. Et là, ça change en fait. Vraiment cette expérimentation. C'est ça. Ça fait écho avec une situation que j'ai vécue où j'ai posé une question cash à une personne. Je lui dis, ça fait combien de temps que vous n'avez pas crié? Elle m'a dit, mais je crie tous les jours. Je lui ai dit, non, crier. Expulser. Parce que avoir des relations tendues, des communications tendues avec des collaborateurs, c'est pas safe. Je par contre, courir, passer dans un bois et vous autoriser à hurler, à lâcher cette colère, penser à la situation et crier dessus. Regarde, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je lui dis, vous avez un défi. Donc, du coup, j'ai repris une phrase de quelqu'un, j'ai dit, voilà, ça sera votre hurlement primaire, en fait. De le lâcher. Elle a mis 3 semaines à le faire. Et j'y revenais, mes messages. Alors? Elle l'a fait. Elle m'a dit, mais c'est fou parce que j'ai décidé à ce moment-là de le faire. Et quand je l'ai fait, j'ai décidé, j'étais aligné. Donc on en revient avec cette notion d'incarner et de libérer cette colère. Elle m'a dit, après j'ai pleuré, j'ai évacué plein de choses. J'en suis ému parce que c'était vraiment un grand moment. Et elle m'a dit, en fait, je suis beaucoup plus apaisé en fait.
puis un petit ancrage qui se crée, Mmh. qui fait que dans la situation suivante, ben, elle se voit en train de courir et crier. Et du coup, ça lui redonne un peu de... Il y a la notion d'autorisation, puis il y a le fait de l'incarner, Oui. en fait. Ouais. Et ça, c'est des petits trucs simples, mais ça repartira toujours du fait de faire autre chose, de l'incarner et d'être responsable de ce qu'on fait, en fait, à ce moment-là. Ouais. On a balayé plein de sujets. J'espère vraiment que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas surtout si la vidéo sera distribuée sur YouTube, à poser des questions. Je mettrai vos liens à chacun. Avec plaisir. Voilà. Moi, c'était un pur bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, d'échanger sur ces sujets qui sont pour moi très précieux. D'entendre votre expertise, vos points de vue. On a abordé le mindset, on a abordé le souffle, on a abordé la responsabilité, on a abordé le fait d'incarner la posture pour créer des changements. Est-ce que vous avez une petite chose à dire en plus clôturer cet échange? Moi, j'aimerais rebondir sur un mot Vas-y. que tu as utilisé et qui, pour moi, vraiment relie toutes les boîtes qu'on a ouvertes. Quand ta cliente a dit, en fait, j'ai décidé, je choisis. Et c'est vrai que ce soit, en fait, pour les conversations inconfortables qu'on a abordées, que ce soit pour la liberté émotionnelle, cette responsabilité radicale, le fait de revenir, en fait, habiter et être souverain de ce qui se vit dans nos corps physiques, émotionnels, notre esprit, en fait, dans tous ces corps, de venir restaurer cette verticalité du je choisis qui est vraiment, en fait, exprimée avec c'est moi qui ai le pouvoir, en fait. Et souvent, c'est vrai que les émotions ou les conversations inconfortables, on a l'impression qu'on doit faire malgré nos émotions, qu'on doit faire malgré ce que ça génère de travailler en collaboration, d'avoir d'être dans le collectif. On doit faire malgré ça. Et je pense que vraiment de comprendre que on choisit de faire avec ça, ça change tout. Ah oui. C'est vraiment, en fait, je veux ça. Je veux agir à partir de mon humanité. Je veux être en co-création et je vais aller chercher les conversations inconfortables parce que je sais que c'est là notre degré d'expansion, en fait. Oui. Et de restaurer, en fait, là, j'ai envie de dire, c'est pas une conversation pour dire comment est-ce qu'on va naviguer l'horrible vie de stress, non, en fait. Si on repart à partir de mais attendez, je veux venir faire ça. Je veux prendre en main, en fait, ce travail. Pour moi, je trouve que ça change tout et les conversations inconfortables, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, c'est des conversations qui sont inconfortables pour nous. C'est pas quand on va crier sur l'autre que c'est une conversation inconfortable. Tu vois, quand tu disais par rapport à ta cliente qui te dit oui, je crie tous les jours. Non, en fait, c'est ce qu'on ne traite pas et ce qu'on ne ressent pas et ce qu'on ne libère pas dans notre corps, on le fait subir à notre entourage, en fait. Oui. Et donc, du coup, on leur met plus de pression, ce qui, cercle vicieux de nouveau. Donc, en fait, de choisir d'embrasser ces conversations inconfortables, de choisir d'embrasser sa liberté émotionnelle, son humanité, en fait, ça restaure un paradigme complètement différent. Ah oui. Et c'est hyper important d'avoir fait ce point. Et je t'en remercie, vraiment. Parce que c'est la reprise de contrôle. On redonne une direction, on s'aligne. Alors, je sais que j'ai souvent ce geste dans les vidéos, mais c'est en fait, on se réaligne complètement. Oui. Je suis aux commandes. Oui. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit, j'ai décidé de crier, mais c'est génial. Ouais. Je suis son premier fan. Parce que je fais autre chose. J'ai mis 3 ans à crier dans les forêts. Parce que... Maintenant, t'es connu dans la région? Oui. Ok, ça va. Des fois, quand je cours et que je sors du bois et que je croise quelqu'un, je dis, vous avez entendu, il y a quelqu'un qui a crié. Mais en fait, ça fait un bien fou parce qu'au moment, on se bloque, en fait. On se
on se limite, on se contraint à un schéma répétitif qui crée toujours la même chose. Et en plus, on va dire, ouais, mais ça marche pas, et on va le donner aux autres. Et c'est les autres qui en subissent les conséquences. Donc, c'est pour ça que moi, je suis revenu sur la vision stratégique. Sur, OK, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, pour travailler cette vision, pour la transmettre, pour se transformer de manager en leader inspirant, pour pouvoir remettre de l'humanité dans l'entreprise, mais c'est surtout de remettre les vrais sujets au centre. On a un problème sur l'ADV, on a un problème sur le commerce, on a un problème, on en parle. On n'attend pas que ça traîne et que ça traîne. Parce que en parlant de ce problème, on est responsable. Et on va avoir une intention de résoudre les choses. C'est pas facile. Ça demande de l'énergie. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais alors, par contre, quel bonheur. Oui, ça demande un effort. Comme dit Anila, l'effort est l'expression de notre pouvoir. Oui, ça demande un effort, effectivement, de décider, de prendre cette responsabilité. Mais en fait, sinon, qui choisit pour nous, en fait? Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société de déresponsabilisation, de victimisation à outrance. Tout le monde se plaint, c'est la faute de l'autre, nanana, tout le monde crache sur le dos de l'autre. Et créer sa vie, sa vie, mener son entreprise comme on pense que c'est la bonne façon, parce que c'est aussi le rôle d'un dirigeant, d'une dirigeante, ça demande un effort, ça va demander un effort. Mais toutes les choses importantes demandent un effort. Mettre un enfant au monde, ça demande un effort. Éviter un problème. On a oublié, mais à une époque, moi je me souviens, les Golf 1 et les Golf 2. Quand la Golf 1, la Golf 2, elle allait tout droit face à un arbre, il fallait tourner le volant pour éviter l'arbre. Ça demandait un effort. Il n'y avait pas de direction assistée à l'époque. Aujourd'hui, ça va comme ça. Oui. Mais on a oublié ça. Et on a tendance à diaboliser l'effort. Moi, je travaille beaucoup avec le corps, comme tu le sais. Et je vois aussi, les gens, ils veulent maigrir sans effort. Ils veulent avoir un corps de dieu grec sans effort. Ils veulent faire ça sans effort. Mais ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et malheureusement, on nourrit ça avec la chirurgie esthétique, si on parle du corps. On nourrit ça avec d'autres éléments dans la société. Mais s'il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, imaginons il y a votre enfant qui est en train de tomber, ça va vous demander un effort de vous lever. Oh là là, il est encore en train de tomber. Hop. Mais pourquoi vous le faites? Enfin, vous le faites parce que c'est important. C'est ça. En fait. Et si c'est important pour vous, acceptez l'effort. Mais en fait, c'est normal. Et c'est toi qui parlais de normalisation de l'effort. En fait, c'est normal de fournir des efforts pour créer la vision qu'on a envie de créer dans son entreprise, la vie qu'on a envie de mener, pour mettre nos valeurs, peu importe que ce soit la famille, le succès, peu importe, au premier plan de sa vie. Ça demande un effort. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus dans ça et ça m'hallucine. Je veux changer parce que ça fait 15 ans que j'ai telle compulsion ou telle addiction ou tel machin. J'aimerais bien que ça se fasse sans effort, monsieur le thérapeute, s'il vous plaît. Et en plus, vite, parce que j'ai pas le temps. Alors non, ça va être simple, mais il va y avoir besoin d'espace, de temps, de sécurité et d'effort pour le faire. Et ça, je trouve, on revient au mindset, ça fait la boucle. Là, il y a un changement à faire qui me semble important. Oui, et merci de ce point aussi que tu as abordé. C'est-à-dire que je m'emballe. Pour changer, ça va demander un effort. Mais l'effort, pour moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « Oui, mais t'es venu me voir, t'as fait 300 km, quel effort ?» Mais je dis « C'est parce que t'es important pour moi. Et c'est normal que je fasse un effort. » Donc, de faire un effort, de changer ses croyances, de faire son système de sécuritaire ou son système de communication, c'est normal. Parce qu'autrement, on va arriver à des solutions qui sont assez rigolotes. En fait, non, changer pour moi. Mais je peux pas. Hein. Je peux pas changer pour les autres. Je peux changer quelque chose chez moi qui va avoir un impact chez vous, c'est sûr. Mais l'inverse. Là, je peux pas. Non, mais c'est lié à notre cerveau. Hein. Notre cerveau, il est fait
Et là, j'ai envie de juste partager, je sais pas si on a encore On a encore le 2 temps. minutes, cette anecdote où on était parti en Colombie il y a 2 ans, animer un colloque sur le stress humanitaire. Et du coup, je venais leur parler justement de ces méthodes de gestion du stress et de la pression par le corps, la respiration. Donc, j'allais me retrouver face à un parterre de spécialistes de la négociation de crise humanitaire, etc., tous des experts qui travaillent dans des conditions très difficiles en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je me dis, bon, on va voir comment ils vont accueillir le fait qu'il y a un gars qui vient de Suisse, un pays qu'en général les gens voient d'un œil ah mais comment vous pouvez avoir du stress en Suisse, c'est pas possible, alors qu'en fait c'est pas vraiment comparable, hein, c'est vraiment du ressenti le stress. Donc je pense pas qu'il y a moins de gens stressés en Suisse par exemple qu'au Venezuela. C'est d'autres formes de stress, mais c'est toujours par rapport à son environnement que si ça se mesure. Bref, j'arrive et puis je dis voilà, on va commencer par je vais vous parler de respiration et on va voir à quel point c'est important. Puis il y en a un qui dit comme ça, Ahmed, en gros, toi, tu vas nous apprendre à respirer. Mais en fait, si on savait pas respirer, on serait mort. Et là, je les regarde et je leur dis, non, en fait, vous savez respirer pour survivre, mais pas pour vivre. Il n'y en a aucun dans cette pièce qui sait respirer pour vivre. Et je vais vous montrer pourquoi. Et j'explique cet exemple-là parce que c'est la même chose. Notre cerveau, il est fait pour la survie. En fait, demander un effort, l'effort, il va être nécessaire pour vivre, en fait, sa vie. Le cerveau, lui, va générer le moins d'efforts possible pour se maintenir dans un équilibre, en homéostasie, dans une situation de survie. Même si la situation, elle est pourrie, ça va demander beaucoup moins d'efforts au cerveau de se dire « je la maintiens parce que je suis en vie », plutôt que dépenser de l'effort, des calories, prendre des risques de sortir du bois pour vivre, surtout pas. Parce que ça fait des dizaines et des dizaines de milliers d'années d'évolution que notre cerveau, il est câblé pour survivre. Vivre, c'est un phénomène moderne. C'est depuis 100 ans qu'on a le luxe de vivre et de savoir. Aujourd'hui, on vit mieux que les rois de France, par exemple. Ben oui. On a des problèmes de vie aujourd'hui. Mais c'est nouveau. Donc le cerveau, il s'est pas adapté à ça. Et c'est pour ça que l'effort est l'expression de nos pouvoirs. Mais parce que le cerveau, notre pauvre cerveau, il n'a pas l'habitude de faire un effort pour choisir sa vie, pour vivre, pour expanser, pour être heureux, en fait. C'est pas sa nature. Lui, c'est la survie. Du coup, je trouvais intéressant Du coup, on peut de conclure ça. sur le fait qu'un dirigeant, et vous me recadrez si je me plante complètement, eh bien aujourd'hui, en faisant un travail sur son mindset, il peut vivre son entreprise au lieu de survivre à son entreprise. Ouais. Et donc, du coup, un des indicateurs, c'est de passer dans C'est une autre dimension. cette autre dimension, de dire, en fait, je vis mon entreprise. Je suis pas contraint de survivre à mon entreprise tout le temps. Oui. C'est un peu cette phrase qu'on m'a dit hier soir, en me disant, t'as déjà imaginé exploser ton chiffre d'affaires? Ça m'a fait rire, en fait, au final. Oui, et l'entreprise, elle est vivante, c'est un organisme vivant, c'est un égrégore d'énergie, de temps dans le groupe de personnes, mais tous les employés aussi. Oui. S'ils s'accordent à changer ce paradigme-là et de vivre leur vie à travers l'entreprise, avec, en parallèle, peu importe la métaphore, ça changera d'un système à l'autre, mais ça change la donne. Au lieu de je survis, il faut bien mettre du beurre dans les épinards, il faut bien nanana, et puis du coup le dirigeant, lui, il est esclave de ses sujets. Oh là là, je dois travailler plus que tout le monde, et puis moi j'ai pas le droit de me lever parce que j'ai mal au dos. Ben non, il faut bien que Du coup, en fait, tout le monde survit, mais du coup l'entreprise, elle survit aussi, et du coup c'est une vie de survie, et puis tout le monde dans la ville survit, et puis c'est un pays de survivants, et puis c'est une terre de survivants. Mais c'est horrible. c'est Walking Dead. C'est horrible. Réveillez-vous. Et c'est ça, en fait, on a normalisé, tu vois, ton exemple, ta question de est-ce que je choisis de survivre mon entreprise ou bien de vraiment vivre pleinement. En fait, aujourd'hui, on a vraiment profondément normalisé la souffrance des dirigeants. Oui. C'est normal d'être stressé, c'est normal de pas avoir
le temps de prendre soin de soi, d'avoir un corps détendu. Moi, je dis toujours, c'est ça ou c'est rien. C'est expanser dans un corps et faire croître sa vie et son entreprise dans un corps détendu, avec simplicité, c'est ça ou c'est rien. Parce que c'est un choix. Et en fait, aujourd'hui, être visionnaire, parce qu'on me dit toujours, tu travailles avec des leaders visionnaires, c'est quoi leur vision? Et je dis, c'est vraiment de diriger leur vie avec un corps détendu. Et là. et aujourd'hui, d'être dirigeant dans un corps détendu, d'offrir un espace, en fait, sécure de bien-être, ça, c'est être profondément visionnaire aujourd'hui. Et je trouve que c'est une des plus belles ambitions qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est d'être profondément détendu, d'avoir le pouvoir sur notre système nerveux, d'offrir un environnement sécurisant à nos collaborateurs. Ça, c'est être visionnaire aujourd'hui, parce que on n'a pas besoin de plus de combats pour la survie. Ça, il y en a beaucoup qui s'en occupent, d'être en guerre pour qui va gagner pour la survie. Aujourd'hui, des modèles comme ça, on en a depuis longtemps. Aujourd'hui, être visionnaire, c'est vraiment proposer une voie différente, et quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est vraiment, de nouveau, de le faire avec la douceur. Aujourd'hui, être visionnaire, c'est travailler, et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les clientes qui viennent, j'en ai 2, 3 là en tête, qui en fait elles m'ont dit, mais tu sais, moi je suis pas passée par un burn-out, du coup je suis pas connectée à mon corps. Puis et je lui dis, mais est-ce que tu t'excuses pour ça? Et il y a vraiment ça aujourd'hui, parce que être visionnaire aujourd'hui, c'est faire ce chemin dans la douceur sans y avoir été forcé. Et ça, pour moi, c'est un message important pour les entreprises, on va dire lambda. C'est aux cadres, aux dirigeants, aux personnes qui impulsent l'esprit d'entreprise, qui impulsent la vision d'entreprise. C'est, est-ce qu'on peut impulser une vision sans passer par la case douleur, sans passer par la case chaos de croissance? Est-ce qu'on peut impulser ça? Ça, c'est être visionnaire pour moi aujourd'hui. Bah moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est passe de mots. Je sais. Voilà, je crois que c'est de la plus belle conclusion qu'on pouvait imaginer pour cet échange. Vraiment, je vous remercie. Merci à toi, Julien. C'était un plaisir. C'est vraiment chouette. Je pense qu'on a partagé avec vous notre vision, notre expérience. C'était vraiment l'objectif que je voulais. C'était avoir vos expériences et essayer d'ouvrir la réflexion sur comment on fait autrement et vers où on va. Et si vous avez besoin d'outils, ils sont là. Je suis là aussi. On est là. Je vous mets tous vos liens dans la description. Merci beaucoup. Et si vous avez une moindre question, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de répondre à tout ça. Exactement, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pour Julien. cet échange. Ouais, c'est un vrai plaisir.